Il est 19h30, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans Jeudi l'Info, votre grand rendez-vous d'actualité et de débat. À la une ce soir, Donald Trump tacle une nouvelle fois l'Europe. Le président américain a déclaré hier que c'était aux Européens et non aux États-Unis de fournir des garanties de sécurité à l'Ukraine. Il a aussi écarté toute adhésion de Kiev à l'OTAN. L'acteur américain Gene Hackman s'en est allé. Âgé de 95 ans, il a été retrouvé mort ce matin chez lui, aux côtés de sa femme. Pour finir, on reviendra aussi sur la victoire du PSG contre le Stade Briochin lors des quarts de finale de la Coupe de France. Mais avant, je vous propose de faire un petit point sur les dernières actualités. Tout de suite, le journal avec Owen Carrel. Donald Trump, comme on l'a dit, tacle une nouvelle fois l'Europe. L'Union européenne a été créée pour entuber les États-Unis. Voilà ce qu'a déclaré hier le président américain lors de la première réunion de son cabinet à la Maison-Blanche. Donald Trump entend bien mettre ses menaces à exécution et a ainsi annoncé des droits de douane s'élevant à 25% pour les produits européens. Un porte-parole de l'UE a déjà répliqué, déclarant que les 27 répondraient fermement et immédiatement à de nouvelles taxes douanières. Déjà un couac dans le conclave sur la réforme des retraites demandée par François Bayrou. Et oui, c'était aujourd'hui la première réunion entre partenaires sociaux pour discuter de la refonte du système des retraites après la réforme contestée de 2023. Une promesse faite par le Premier ministre lors de son discours de politique générale. Mais le syndicat Force ouvrière a déjà claqué la porte des négociations une quinzaine de minutes après le début de celle-ci. Et le négociateur du syndicat, Michel Boga, a notamment affirmé « On veut nous faire dire qu'effectivement la seule solution, c'est d'allonger la durée de travail pour les salariés dans ce pays ». Les tensions entre la France et l'Algérie s'accentuent. François Bayrou a initié une dizaine de ministres hier pour évoquer la question migratoire après l'attaque au couteau à Mulhouse perpétrée par un Algérien sous OQTF. Le Premier ministre a remis en cause les accords de 1968 entre les deux pays, donnant 4 à 6 semaines à l'Algérie pour réexaminer ces termes. Le Premier ministre demande notamment à l'Algérie de reprendre sur son territoire une liste de ses ressortissants sous OQTF, tout en voulant éviter l'escalade. Et j'ajouterai Théo, parce que ça vient de tomber, que l'Algérie rejette les ultimatums et menaces de Paris concernant l'application de ces accords. Et puis à la une, c'est aussi la mort d'une légende d'Hollywood. On l'a appris ce matin, Gene Hackman a été retrouvé mort à son domicile. À ses côtés, sa femme de 63 ans et un de ses 3 chiens. Âgé de 95 ans, l'acteur était une véritable icône hollywoodienne, vainqueur de 2 Oscars pour ses rôles cultes dans French Connection et Impitoyable. Il avait pris sa retraite en 2004. La police enquête sur les causes de sa mort qui est jugée suspecte. Enfin, on connaît les 4 demi-finalistes de la Coupe de France, Owen. Hier soir se déroulaient les 2 derniers quarts de finale de la mythique Coupe de France de football. Dunkerque a éliminé Brest dans un scénario rocambolesque et se hisse en demi. Pas de surprise en revanche pour le Stade Briochin balayé 7-0 par le Paris Saint-Germain. Merci Owen. Ce lundi 24 février signait le 3e anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. À cette occasion, Emmanuel Macron a rencontré Donald Trump à Washington. L'enjeu, tenter de remettre l'Europe au centre des négociations de paix. On fait le point avec Marco. Exactement Théo, le président français était en visite d'État à la Maison-Blanche, durant laquelle le sujet épineux de la guerre en Ukraine devait être abordé. La rencontre entre les deux hommes se déroule sur un ton plutôt gai, poignée de main appuyée, sourire. Donald Trump en vient même à rappeler une anecdote avec son compère Emmanuel Macron lors d'un dîner à la Tour Eiffel. Bref, on reviendra, enfin il a expliqué en même temps des choses amusantes par rapport aux discussions qu'ils avaient vis-à-vis de leur pays. Bref, on viendra presque à oublier en fait la raison de la venue d'Emmanuel Macron à la Maison-Blanche. Et pourtant, les deux hommes sont loin d'être d'accord sur la guerre en Ukraine. Exactement, d'un côté on a Trump qui se rapproche de la Russie et en fait il voit plus l'Europe comme un obstacle plutôt que comme un allié. Et de l'autre côté on a Emmanuel Macron qui essaye de maintenir la crédibilité de l'Europe aux yeux du monde pour pas, tout en ne laissant pas l'Ukraine aux mains de Poutine. Donc dans cet exemple de crédibiliser l'Europe, le président français a même repris Trump, celui-ci affirmant que l'argent donné à l'Ukraine par l'Europe allait leur être rendu. Macron a alors rétorqué que 60% étaient des dons et donc que l'argent ne serait pas rendu. Une manière ici de montrer au président américain que oui,
l'Europe peut donner de l'argent à ses alliés. Et du côté de la guerre en Ukraine, où en sont les discussions? Est-ce qu'elles ont avancé? Oui, alors lors de la conférence de presse entre les deux hommes, ils ont assuré vouloir la paix et un cessez-le-feu, mais à voir cela, si ça mène réellement à quelque chose, parce que les États-Unis ils jouent un peu sur deux tableaux. D'un côté, ils se rapprochent de la Russie, de l'autre, ils essayent de garder une bonne relation avec l'Europe. Ça n'a pourtant pas empêché d'ailleurs Donald Trump, peu de temps après la rencontre avec Emmanuel Macron, d'annoncer que les produits européens seront prochainement taxés à 25%. Bref, un grand point d'interrogation pèse sur l'Europe et sur l'Ukraine, dont le président Volodymyr Zelensky réclame des explications sur les réelles intentions du président américain. Merci Marco, on reste en politique et on va du côté des élections fédérales en Allemagne. Owen, c'est un vrai bouleversement. Et oui, les élections allemandes avaient été convoquées par le chancelier Olaf Scholz après une crise politique fin 2024 qui a mis fin à sa coalition gouvernementale. L'objectif, renouveler les 630 sièges du Bundestag, le Parlement allemand. Et le résultat, c'est une cuisante défaite pour son parti, le SPD, donc c'est la gauche sociodémocrate, le PS allemand si vous voulez, et un retour au pouvoir pour la CDU-CSU, les conservateurs autrefois emmenés par Angela Merkel. Cependant, cette victoire, elle est fine, déjà en raison d'une percée historique du parti d'extrême droite, l'AfD, avec 20% des suffrages, c'est plus 10 points par rapport aux dernières élections en 2021. Le groupe d'Alice Weidel, pardonnez mon allemand, j'ai fait espagnol LV2, qui avait reçu notamment, vous en souvenez sans doute, le soutien d'Elon Musk pendant la campagne. Et ce parti réalise un score historique et devient la deuxième force politique allemande avec 152 sièges au Bundestag. Mais alors, qu'est-ce qui attend l'Allemagne dans les prochains mois? Alors en premier lieu, un nouveau chancelier, ce qui sera Friedrich Merz, pilier historique des conservateurs. Un peu plus conservateur qu'Angela Merkel, mais avec seulement 208 députés avec cette coalition CDU-CSU, du coup, il sera forcé de former un gouvernement de coalition, probablement avec les forces de gauche, puisqu'il a rapidement exclu toute alliance avec l'extrême droite. Mais la vraie conséquence directe de ces élections, c'est cette percée de l'AfD, qui est inédite. L'extrême droite n'avait plus réalisé de tels scores électoraux depuis, je vous le donne en mille, l'Allemagne nazie. Son programme xénophobe, eurosceptique, a progressé en Allemagne de l'Ouest, mais surtout séduit l'ex-RDA à l'Est avec des scores impressionnants. Et pour la France et l'Europe, qu'est-ce qui va changer finalement? Alors contrairement à Olaf Scholz, le nouveau chancelier entend en premier lieu faire de la défense de l'Europe une priorité absolue. Il s'aligne sur ce point avec le président Emmanuel Macron et son objectif est de progressivement s'émanciper de la tutelle américaine et de l'OTAN. Il tient également une posture radicale sur l'Ukraine et profondément anti-russe, ce qui pourrait apporter un soutien de taille à la France. On la voit un petit peu isolée sur la scène internationale dans le jeu des négociations pour la paix en Europe qui se fait surtout entre Vladimir Poutine et Donald Trump. Enfin, tout de même, on est obligé de s'inquiéter de cette montée en puissance de l'extrême droite dans un pays au passé aussi chargé que l'Allemagne, et d'ailleurs dans des conditions très similaires à la France. Ils ont conquis l'Allemagne rurale, l'Allemagne de l'Est, qui est plus pauvre que l'Allemagne de l'Ouest, et c'est très loin d'être anodin. Il faudra scruter de très près les prochaines échéances électorales en Allemagne. Merci Owen, tu restes avec nous. Alors, je t'invite à troquer ta chemise de chroniqueur politique pour celle de consultant sportif parce Absolument. qu'on file en sport. Et en ouverture, c'est une première, un JT sport présenté par Raphaël Luce. Mais avant tout, un petit jingle. 360 Sport. Que vous êtes un salaud! La chatte, il a la chatte. Second poteau Pavard. Moi, tu me parles pas là. Pour ne rien rater du sport. Et pour commencer, on est désormais fixé sur l'avenir de Pablo Longoria. Oui, Théo, et des rebondissements, il y en a eu hier soir à la Ligue de football professionnel, notamment pour Pablo Longoria qui connaît enfin sa sanction. Et c'est un tarif assez élevé. Très Ça sévère. pique. Très 15 sévère. matchs de suspension pour le dirigeant espagnol. J'y étais hier à la LFP et l'attente fut extrêmement longue car le président de l'Olympique de Marseille est arrivé à 17h au siège de la LFP et il est reparti à 19h sans savoir sa sanction puisqu'on l'a su 3 heures après, à 22h. C'est le président de la commission de discipline qui l'a annoncé. Et la sanction, elle est logique après les graves accusations de corruption dans l'arbitrage prononcé par le président marseillais dans les couloirs du stade d'Auxerre le week-end dernier.
On reste dans le foot car il y avait la Coupe de France cette semaine avec les quarts de finale qui nous ont réservé encore une fois d'énormes surprises. Oui, Théo, on commence par les grandes sensations. Brest s'est fait renverser à domicile face à Dunkerque qui était mené 2-0 à la 60e et a fait clairement une remontada en s'imposant 3-2. Cannes s'impose avec la manière, 3-1 face à Guingamp avec un joli but du milieu de terrain. Magnifique. Et il retrouve le dernier carré après combien de... Donnez-moi un Je crois nombre que d'années. c'est plus de 90 ans. Non, c'est pas un truc comme ça. C'est un peu excessif. Un peu trop. 33 ans Quand même. d'attente. 33 ans. La marche je était- crois que je confonds ouais. avec Dunkerque. Mais la marche était trop haute pour l'autre petit poussé Saint-Brieuc. Le club breton de Saint-Brieuc a pris une claque 7-0 face au Paris Saint-Germain. 2 fois 7-0 en une semaine pour le club parisien qui est dans une forme monumentale avant Liverpool qui Une arrive semaine avant dans Liverpool. une semaine. Et Reims respire un peu face à Angers en s'imposant 1-0 au stade Raymond Kopa. Première victoire pour le nouveau coach Samba Diawara. On change de terrain et on parle maintenant sport mécanique avec la reprise tant attendue de la Formule 1. Premier Grand Prix ce week-end et les essais ont déjà commencé avec des scènes assez cocasses. Alors imaginez-vous en plein circuit et bam, coupure de courant. Malheureusement, on n'est pas assez aujourd'hui pour que quelqu'un éteigne la lumière et on est dans le noir. Non mais on y est, Raphaël. Mais après une panne d'électricité qui a interrompu la session de mercredi, les essais continuent aujourd'hui. Charles Leclerc détenait le meilleur temps avant la coupure, suivi de George Russell de Mercedes et Lando Norris de McLaren. Max Verstappen pointait quant à lui à la 6e place. Lewis Hamilton en début de journée chez Ferrari, sa nouvelle écurie qu'il attendait tant, était 5e derrière son remplaçant Kimi Antonelli. Pierre Gasly, côté français, brillait à la 4e place, tandis qu'Isaac Hadjar était 17e après un tête-à-queue et Esteban Ocon 18e. On retourne sur le rectangle vert car il y a du spectacle sur les pelouses anglaises et espagnoles. Oui, la Première Ligue nous a réservé, comme à son habitude, des scénarios fous. Liverpool, futur adversaire du PSG, s'est imposé face à Newcastle 2-0. Ouais. Manchester City respire enfin avec sa victoire 1-0 à Tottenham. United, qu'on critique autant cette saison, a également gagné dans la douleur 3-2 face à Southampton. Et en Espagne, c'était la Copa del Rey, comme on dit, la Coupe du Roi. Avec un match incroyable. Ouais, l'Atlético et le Barça qui se sont neutralisés 4-4 avec notamment 2 buts coup pour coup des Colchoneros dans le temps additionnel. Dans l'autre rencontre, le Real s'impose 1-0 à Bilbao grâce à, Hendrik. bonne réponse, Owen Hendrik qui marque ce but, qui donne un bel avantage au Real Madrid qui affrontera l'Atlético Bilbao dans 1 mois et demi. Et qui affrontera l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Exactement. Tout de même, ça va être un match intéressant aussi. Et on passe du ballon rond au ballon ovale. Il y a de l'enjeu tous les week-ends en top 14, notamment pour le maintien. Alors de l'enjeu, il en aura jusqu'à la fin en top 14. 5 équipes se battront pour leur maintien dans l'élite. Et c'est pas n'importe lesquelles parce que lors de la dernière journée, c'est le Racing qui a pris la meilleure option car ils se sont imposés à La Rochelle avec la manière. Mais il ne faut pas sous-estimer le Stade français qui était demi-finaliste l'année dernière quand même en top 14 et qui est lanterne rouge en ce moment. Mais certes, bon dernier du top 14, mais l'écart est tellement serré que le club parisien, en cas de victoire ce week-end, pourrait sortir de cette zone de lanterne rouge. Merci beaucoup Raphaël, tu restes aussi avec nous parce que je vous propose de revenir sur la sanction un peu autour de Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille. 15, comme tu l'as dit Raphaël, 15 c'est le nombre de matchs auxquels a été suspendu Pablo Longoria. La décision a été rendue aujourd'hui par le président de la commission de discipline de la Ligue de football professionnel, la raison de violents propos à l'encontre de l'arbitrage lors du match Auxerre-Marseille samedi dernier. Je vous propose d'écouter un peu ce qui a été dit. On va patienter un petit peu avant d'entendre les propos de Pablo Longoria, je crois, Bon. mais ils arrivent. C'était une vidéo et voilà. Il était question de corruption, si j'ai bien compris, le tout en espagnol, Ouais. d'un championnat de merde aussi. Oui. Un Français bancal qui vire sur l'espagnol, on va dire. Oui. Alors, bon, on a avec nous nos chroniqueurs au service sport Oui. pour un peu débattre autour de cette sanction. Pour vous, cette sanction, est-ce que c'est mérité ou est-ce que c'est trop sévère ? Alors c'est mérité, après les propos quand même accusés à l'arbitrage français. Lorsqu'on revoit le match Auxerre vs Marseille,
il n'y a pas eu non plus de grosses erreurs d'arbitrage. Oui. Il s'est un peu enflammé. Peut-être l'accumulation de polémiques Je qui pense a que fait que... Je pense que c'est surtout une question d'accumulation. Ouais. C'est-à-dire qu'on a, depuis le début de la saison, les Marseillais sont persuadés d'être sujets à une sorte de croisade à leur rencontre. Ouais. Une sorte de complot. Alors on ne sait pas vraiment par qui ou pourquoi. Mais c'est vrai qu'il y a eu des erreurs d'arbitrage qui sont réelles pour le coup. Quand on regarde les matchs de l'OM depuis le début de saison, il y a eu des vraies erreurs d'arbitrage. Mais je pense que ça pose un problème qui est plus global sur l'arbitrage en France et qui n'est pas uniquement cantonné à l'Olympique de Marseille. Oui, ces sanctions sont méritées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans un championnat comme la Ligue 1, qui est un des 5 premiers championnats d'Europe, on ne peut pas avoir un président du 2e du championnat qui crie à la corruption parce qu'un de ses joueurs a pris 2 cartons jaunes pour 2 fautes, ma foi, en tout cas d'un point de vue subjectif, qui me paraissent assez évidentes. C'est un gros problème pour l'image aussi que donne le président de son propre club aussi, quelque part. Il faut savoir que Jérémy Stinet, l'arbitre du match au Il CR était menacé avant Marseille, aussi. a été cambriolé. Oui, ses Son- pneus ont été crevés. pneus ont été crevés. Son véhicule a été endommagé et son domicile aussi. Il a été menacé de mort. Donc ça dépasse le contexte sportif. Absolument. Et, Une intrusion à son domicile. Ouais. Ok. Et Longoria, C'est passé un cambriolage. Longoria s'est un peu laissé emporter par ses émotions, sa colère. Ils ont quand même perdu 3-0 à Auxerre. Et, Oui, et au final, on n'en parle pas du tout du résultat de ça. ce match. L'OM a quand même perdu 3-0. Et moi, je l'ai et regardé, le lorsqu'on match. voit le match, Ils c'est ont mérité. perdu 3-0 vraiment à plat de couture. C'est-à-dire que c'est pas un 3-0 trompe-l'œil. Ouais. C'est-à-dire que même avant le carton rouge qui est intervenu vers la 60e, il me semble, avant le carton rouge, qui est un deuxième carton jaune d'ailleurs, qui n'est pas un carton rouge direct, avant le carton rouge, ils étaient malmenés par cette équipe auxerroise, que je tiens à saluer parce que c'est vraiment une super équipe de foot. Et ça faisait un bon moment qu'ils n'avaient pas gagné un match et c'était vraiment pas mérité, donc bravo à eux. Mais le problème, il est là aussi. C'est-à-dire qu'on sort du contexte sportif, on arrête de parler de football et on parle d'un fait de jeu qui concrètement ne devrait pas dépasser cette sphère du match. Et on devrait plutôt parler de la méforme de l'OM dans ce match qui est quand même assez délirante, quoi. Et il faut savoir que Longoria, il est vice-président de la Ligue de football professionnel. Ouais. Donc, donner cette image dans les couloirs quand même du stade en disant ses propos sur l'arbitrage français qui fait partie quand même du grand football, quoi, le football mondial. On se souvient de Stéphanie Frappard, Clément Turpin, François Le Texier qui représente la France sur l'échelle internationale et mondiale. Et là, on voit Longoria qui, bon, il est étranger, c'est pas un Français, mais il est quand même vice-président de la Ligue de football avec Vincent Labrune qui est à la présidence principale. Aujourd'hui, il y avait un conseil d'administration pour les droits TV que DAZN a su régler, mais Longoria n'a pas pu y assister parce qu'il est suspendu de toute activité sur le terrain, dans les vestiaires et également dans le conseil d'administration. Ouais. Donc ça a quand même un impact majeur. C'est une lourde sanction. C'est une lourde sanction. Il me semble qu'on n'a pas vu ça depuis Leonardo. Leonardo qui était directeur sportif du Paris Saint-Germain et qui avait été suspendu pour 8 mois, il me semble. Exactement. Pour une bousculade avec un arbitre. Mais c'était en 2013, si je ne me trompe pas. Donc ça remontait quand même à pas mal de temps. Et moi, ce que j'aimerais signaler, 2 choses. La première, tu l'as dit, Raphaël, il y a une situation qui est compliquée en ce moment avec les droits TV. La Ligue est en plein conflit avec DAZN. Avoir un événement comme ça, Longoria qui pète un câble dans un couloir, qui crie à la corruption, c'est quand même super grave pour l'image du football français. Et d'ailleurs, il y a une réunion extraordinaire qui va se dérouler lundi à la FFF pour parler des droits TV, mais je pense qu'il y aura aussi le cas Longoria qui va être abordé. Et quand j'ai vu le président de Marseille hier, il avait l'air un peu... il se sentait quand même coupable, il se sentait quand même, je ne vais pas dire con, mais un peu fautif. Et il a reconnu quand même, il est venu, il a fait le déplacement Marseille-Paris pour s'exprimer devant la commission. Et ça a duré assez longtemps, donc je pense que d'après les dernières infos, il a dit quand même des choses assez fortes devant la commission. Il s'est quand même excusé, il est revenu sur ses propos. Et lundi, il a quand même déclaré à l'AFP que voilà, c'est pas une attitude de président de dire ce genre de choses. Et ça pose un autre problème pour moi, c'est le conflit d'intérêts. Parce qu'on a quand même l'ensemble des arbitres de Ligue 1 et Ligue 2 qui ont porté plainte pour diffamation contre Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille, je crois. Il y aura c'est un problème. Une autre sentence. Il y a quand même il y aura
une audience au tribunal judiciaire correctionnel aussi pour Pablo Longoria. Absolument, et c'est un Donc, problème, parce que il y a l'Olympique pas de que la Marseille sanction de la LFP, ouais. est pas suspendu, va continuer à jouer ses matchs en Ligue 1. Et sans Et dirigeant, puisque les sans trois dirigeant, sont mais suspendus. avec quels arbitres? La question elle est là aussi. C'est-à-dire tous que avoir Stéphanie peur. Frappard, je crois, qui a été assignée Ouais. au prochain match de l'OM, mais ça pose un vrai problème parce que inconsciemment, les arbitres sont des humains et ils vont avoir ça en tête. Oui. Est-ce qu'ils vont être plus sévères? Est-ce qu'ils vont l'être moins? Et toutes les décisions qu'ils vont prendre en faveur ou en défaveur de l'Olympique de Marseille, désormais, les supporters comme la sphère dirigeante marseillaise va crier à la corruption. prend C'est un ouais. cas de jurisprudence qui est Mais est-ce que- extrêmement grave. je Est-ce que trouve. c'est pas un peu la stratégie justement de l'OM depuis cette saison 2024-2025 De mettre la pression de sur mettre la l'arbitre. pression sur les arbitres pour justement que ça aille un peu à leur On a avantage? eu beaucoup de communiqués quand même. En hein. tout cas, un petit ça peu à la fonce. manière du Real Madrid qui l'a fait aussi. Ouais. En tout cas, ça fonctionne pas. Ouais. Ouais. C'est pas en mettant la pression sur les arbitres qu'ils vont avoir des résultats. Mm. J'ai vu que la ministre des Sports s'est entretenue avec Pablo Longoria avant-hier pour remettre les choses en place. Il y a eu un entretien assez long entre le président de l'OM et la ministre des Sports qui lui a rappelé les doigts de l'homme quand même, parce qu'on ne doit pas non plus menacer une famille, Il est clair. Ouais. menacer un arbitre de mort quand même. Il est clair Jérémy Stinat qui qu'ils ont est- une responsabilité. Ouais. C'est-à-dire qu'on parle du football, c'est un sport populaire. Exact. Surtout à Marseille, qui est une ville qui s'embrase très Mm. facilement. C'est des supporters Ouais. très chauds. Et c'est le genre de choses qu'on peut pas faire. C'est irresponsable, en fait, de C'est la ça. part de Pablo Longoria. Et Mm. après, je comprends que dans le feu de l'action, voilà, ça peut arriver. On peut avoir des propos déplacés. C'est pas la première fois qu'on le voit dans le football. Mais il a une part de responsabilité vis-à-vis de ses supporters. Ouais. Et ça, on le sait. Il y a Ça déjà montre eu une des mauvaise événements. image, ouais. Il y a déjà eu des événements très Mm. graves à Marseille. Dans d'autres villes, hein, d'ailleurs. Hein. Je stigmatise pas Marseille, mais il y a déjà eu des événements très graves avec les ultras. Moi, je trouve que c'est irresponsable et c'est extrêmement grave. Et pour revenir sur est-ce que c'est une stratégie de l'Olympique de Marseille? Si c'est une stratégie, on peut prendre l'exemple du Real Madrid qui lui aussi depuis le début de saison met la pression sur les arbitres. La conséquence c'est que les arbitres se braquent et que je pense qu'ils ont plus de décisions en leur défaveur Exact, c'est depuis vrai. qu'ils font des communiqués et qu'ils en parlent et tout ça qu'avant. Et je pense que ça ira pas dans le sens de l'OM en tout cas. En tout cas, c'est un sujet qui est à débattre et qui va encore faire couler beaucoup d'encre dans les prochaines semaines, puisque, comme je vous l'ai dit, il y aura une réunion exceptionnelle lundi. Il y aura le procès de Pablo Longoria, puisque la majorité des arbitres ont porté Ouais. plainte contre lui. Donc voilà, affaire à suivre, mais pour l'instant, le dossier est loin d'être fermé. Et le football français est décidément bien mouvementé en ce moment. Merci beaucoup messieurs pour ces Et en quelques précisions. espérant qu'on ait des bonnes nouvelles la semaine prochaine avec nos trois clubs qui sont engagés. en J'espère Coupe d'Europe. Théo revenir avec mon écharpe du PSG et plein de bonnes choses à te chauvin. dire. Merci beaucoup messieurs. Allez, on reste dans le ballon rond, mais on passe cette fois au basket, puisque en NBA aussi il y a de l'actualité, et notamment chez nos Français. On l'a appris, c'est tout juste cette semaine, que Victor Wembanyama devait mettre un terme à sa saison. La raison, c'est la détection d'une blessure sur le joueur, une blessure que Marco va nous expliquer. Oui, Théo, en fait, il est atteint d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule droite. Donc, en fait, ça a été détecté après un état de fatigue. Il se plaignait d'être fatigué après le All-Star Game. Et en fait, tout de suite, il a été testé par les médecins, les masseurs et les kinés. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de cette blessure. Donc, en fait, je vais vous faire un petit peu de médecine, mais très rapidement. C'est un caillot, en fait, dans le sang qui vient bloquer la veine partiellement ou totalement. En fait, là, c'est dans l'épaule droite. Et ce qui est dangereux, en fait, c'est que ça peut migrer jusqu'au poumon, dans l'artère pulmonaire et faire une embolie pulmonaire. Donc c'est ça les vrais risques. Mais les médecins sont rassurants, ça risque pas d'arriver normalement, mais c'est à surveiller quand même toujours. Je vais aussi vous expliquer comment on l'attrape, parce que c'est ça qui est intéressant pour voir si ça peut se répéter, notamment sur Victor Wembanyama. Donc soit c'est génétique et c'est là que c'est dangereux en fait, que ça soit génétique, ça va se répéter pour lui, ça arrive, mais bon, on ne sait pas encore. Sinon il y a d'autres facteurs pour les joueurs NBA. Généralement, il y a l'alitement et l'immobilisation prolongée. Donc là, c'est pas le cas pour eux, mais ça peut se passer quand ils sont blessés ou quoi. Et il y a d'autres raisons. L'extension, tout simplement, des épaules ou des bras, quand ils font des dunks ou prennent des rebonds, ça peut faire des caillots dans l'épaule. Et aussi, bien sûr, la déshydratation ou encore le nombre répété de voyages, parce qu'ils font énormément de voyages en avion, en fait, et c'est là que ça peut causer, avec manque d'oxygène ou pression, des caillots dans le sang. Voilà. Mais c'est assez rare quand même ce type de blessure. non? Alors c'est assez rare, mais ça arrive souvent. Il y a d'autres joueurs D'accord. qui ont subi ce genre de blessures en NBA. Ouais. Ok. Outre-Atlantique, les athlètes outre-Atlantique, souvent parce qu'ils prennent souvent l'avion, ça leur arrive. Ouais.
Mais alors, rassure-nous, Marco, est-ce que ça se soigne cette blessure? Ouais, bah déjà, il a de la chance, ça a été pris rapidement, il est très bien entouré, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, il y a des médicaments qui existent, un anticoagulant pour fluidifier le sang. S'il prend ce médicament pendant à peu près 3 mois, il va tout de suite aller mieux, il pourra revenir sur les terrains. Et puis, bien sûr, il est éloigné des terrains, donc il y a très peu de risque pour lui d'être reblessé par une hémorragie ou autre. Et puis, il prend plus l'avion comme il joue plus, donc ça réduit fortement le risque parce que je l'ai pas dit, mais prendre l'avion aussi fréquemment, ça multiplie de 4 fois la chance d'avoir une thrombose comme il a eu Ok. aujourd'hui. Donc forcément, tu vois, c'est pour ça que ça arrive souvent à ce genre D'accord. d'athlète. Ouais. D'accord. Et donc, quel est le futur pour Victor? Et ben, si le médicament fait effet, il peut revenir. Les médecins en plus sont optimistes, donc c'est une bonne nouvelle. D'ici 3 mois, il devrait revenir. Après, il faut toujours être quand même prudent parce qu'il y a des joueurs, comme je te disais, comme Chris Bosch, un très grand joueur qui a dû Oui. mettre totalement fin sa carrière, retraite D'accord. pour lui à cause de ce Ah genre ouais. de maladie. Après, on peut être optimiste aussi. Il y a des joueurs récemment, Osar Thompson, un joueur des Detroit Pistons. Il avait ce même genre de maladie. Après 3 mois, il est tout de suite revenu, et pas sans souci. Pareil, un autre joueur, Brandon Ingram. Donc ça dépend. C'est quand même généralement c'est bien traité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais on sait que la santé, ça devrait aller. C'est sportivement, c'est dommage parce qu'il fait une saison magnifique, 24 points, 11 rebonds et 4 comptes par match. Il était All-Star très clairement. Hein, voilà. En plus, il y a un joueur qui est venu dans leur équipe, un All-Star aussi. Il tourne à 25 points de moyenne, D'Aaron Fox. Donc on s'est dit, il pourrait aller aux playoffs, pourquoi pas les play-in, playoffs. Bon là, avec la blessure Ouais, c'est de clair. Wemby jusqu'à la fin, c'est fini, je pense. Bon, en tout cas, on lui souhaite de bien se rétablir et en octobre, pourquoi pas le revoir sur les terrains. Et il fera pas l'Euro. Non, Il fera. ça, c'est aussi le. Non, l'Euro, Ça va être compliqué. ça va être compliqué. Ouais. Ouais. Plus de 3 mois. donc, C'est quand même une mauvaise nouvelle aussi pour l'équipe de C'est France. une mauvaise Ouais, nouvelle pour surtout, l'équipe de France. Surtout que Rudy Gobert aussi n'est pas encore sûr de le faire. Donc Ouais. ça commence à être compliqué, mais on verra. Ça va être chaud pour défendre la raquette, les pivots. Il y aura plus de pivot dans la Ouais, raquette, ça ça va va être être tendu. chaud. Ouais. Bon, merci beaucoup, Marco. On souhaite un bon rétablissement à notre Frenchie favori. Vous commencez à nous connaître, on ne saurait pas finir une émission Jeudi l'Info sans un peu de culture. Alors tout de suite, c'est maintenant, c'est la rubrique culture. La 50e cérémonie des Césars se déroulera demain soir à Paris. L'occasion de revenir avec toi, Marco, sur les principales nominations de cette cérémonie. Et en tête, Théo, avec 14 nominations, le film a presque 10 millions d'entrées. J'ai nommé Le Comte de Monte Cristo. Doute. Il est suivi de près par L'amour ouf de Gilles Lelouch, qui récolte 13 nominations. On retrouve aussi la comédie musicale Emilia Pérez avec 12 nominations. Une petite pensée quand même pour Artus et son film Un petit truc en plus. Bien que ce soit le plus gros carton français en 2024, avec presque 11 millions d'entrées, le film ne récolte qu'une nomination, celle du meilleur premier film. Qu'en est-il, Marco, des nominations pour le meilleur et la meilleure actrice de 2024? Est-ce qu'il y a des favoris? Ouais, alors pour les nominations de la meilleure actrice, c'est assez compliqué de donner une favorite. Carla Sofia Gascon était longtemps vue comme favorite, mais après les propos polémiques qu'elle a tenus, le César pourrait lui échapper. Ça pourrait donc se jouer entre Zoé Saldana du même film ou Hafsa Herzi dans Borgo, deux actrices qui ont délivré de très belles performances, donc je ne pourrais pas dire. Pour ce qui est des messieurs, Pierre Ninet dans Le Comte de Monte Cristo me semble le grand favori pour le César du meilleur acteur, même si la concurrence est rude à ce niveau-là, franchement. Mais je pense que le milieu du cinéma, ils vont préférer le récompenser parce que ça a tellement fait un énorme succès, ce film, que je pense qu'ils vont lui donner. Ouais. Et juste après les Césars, direction Los Angeles pour les Oscars cette fois-ci. Oui Théo, la 96e cérémonie des Oscars se déroulera dans la nuit du 2 au 3 mars. Emilia Pérez mène la course avec 13 nominations. Le film de Jacques Audiard est suivi par The Brutalist et Wicked, tous deux à 10 nominations. Pour ce qui est de l'Oscar du meilleur acteur, l'excellent Adrien Brody dans The Brutalist me semble favori, même si Timothée Chalamet, tout juste récompensé du SAG Awards pour son interprétation de Bob Dylan dans le biopic Imparfait Inconnu, pourrait lui faire de l'ombre. Pour ce qui est de l'Oscar de la meilleure actrice, j'ai ma préférence pour Demi Moore dans The Substance, mais je vous laisse vous faire votre propre avis. Pour les fans de cette cérémonie, elle sera diffusée sur Disney+, donc si vous n'avez pas, prenez un abonnement, dans la nuit, comme je vous l'ai dit, du 2 au 3 mars, à partir de 1h du matin, heure française. Je tiens à préciser, si Timothée Chalamet est récompensé, j'avoue que ça serait un immense vol. Je suis allé Ah. voir le biopic, j'ai trouvé ça... Moi, j'ai pas... Alors, sa performance est bonne,
Mais effectivement, comparé à l'autre biopic, j'ai oublié son nom, il y a un autre biopic qui était en face de lui qui était très bon, et tu vois tout de suite la différence entre les deux biopics. Bah, bien Il y en sûr. a un, on s'ennuie, et l'autre, on aime. Mais je pense pas que ça soit de sa faute pour le coup. Il joue bien, Ouais, mais ouais, effectivement, je lui donnerais pas non plus. Bah, merci beaucoup Marco, Je t'en prie. merci. On passe maintenant aux expositions. Celle-ci est toute nouvelle, elle est arrivée à Paris le 21 février. Le thème, les serial killers. Inès y est allée. Qu'est-ce que tu en as pensé, Inès? Et oui, je vous le dis d'emblée, si vous avez un peu le cœur sensible, ça risque d'être un moment bien frissonnant, voire presque compliqué pour vous parce que c'est très graphique. Alors, comme tu l'as si bien dit, cette exposition est toute nouvelle sur Paris. Elle s'appelle donc Serial Killer The Exhibition et de base, elle était implantée aux États-Unis, mais elle débute un tour du monde. Alors, pour les fans du true crime, c'est clairement du pain béni parce que on peut y voir de nombreuses vraies pièces à conviction ayant appartenu aux plus célèbres des serial killers, comme Ted Bundy avec sa fameuse Volkswagen, Jeffrey Dahmer et les lunettes qu'il portait, mais aussi la guitare de Charles Manson et j'en passe. Mais l'expérience ne s'arrête pas là, l'exposition vous propose aussi 4 expériences en VR, donc en réalité virtuelle, avec différents thèmes, les plus angoissants et dérangeants les uns des autres. Et il y avait aussi d'ailleurs un thème sur Jack l'Éventreur pour les plus courageux d'entre nous. Et vous avez aussi l'occasion de faire des tests pour évaluer votre niveau de psychopathie, alors ça peut être très sympa et très effrayant à la fois. Moi je l'ai fait et ça va peut-être surprendre certains de mes collègues, mais je suis pleinement saine et dans la moyenne de la population. Pour en venir à mon avis, à ce que j'en ai pensé, eh bien un peu controversé. Dans sa forme, l'exposition est très intéressante, avec beaucoup d'explications sur les différents types de serial killers, ce qui est super intéressant pour essayer de comprendre les raisons qui les poussent à passer à l'acte. Pour chaque tueur, vous avez des fiches explicatives très bien pensées et conçues avec un résumé des faits qu'ils ont commis ainsi qu'une ou plusieurs pièces à conviction leur appartenant. Vous avez aussi toute une section qui est dédiée à la psychanalyse et au développement de la science qui a permis d'ailleurs d'étudier et de retrouver des serial killers encore à l'époque dans la nature. Donc toute cette partie éducative est plutôt bien pensée. Mais, vous vous doutez, il se cache un mais. Pour moi, cette exposition est beaucoup trop visuellement choquante. À de nombreuses reprises, on peut voir les images des victimes sur les lieux du crime, ensanglantées et dans leur plus simple appareil. Et moi, personnellement, ça m'a beaucoup dérangée. J'ai pas forcément apprécié que l'on expose, entre guillemets, encore une fois, les victimes. Et c'est un des points qui rend cette exposition très controversée. C'est une exposition que je ne recommande donc pas à tout le monde. Il faut avoir le cœur bien accroché pendant cette heure et demie de parcours. C'est aussi une exposition qui est déconseillée aux moins de 14 ans. Et pour moi, c'est une info qui peut vous paraître assez surprenante. Mais je vous la communique car quand j'y suis allée, il y avait 2 enfants de moins de 10 ans. Et personnellement, je ne l'aurais même pas conseillé aux moins de 18 ans. Pour vous faire comprendre à quel point les images, les décors, mais aussi les thèmes sont explicites et violents. L'exposition se passe aux Galeries Montparnasse du mercredi au dimanche. Si vous cherchez le frisson, foncez. Quel plaisir Inès, merci beaucoup pour cette dose de violence, de sang et de coups de couteau. On reste dans les expositions, mais ce sera plus léger cette fois-ci. Connaissez-vous le wax? Entre héritage, transmission, réappropriation, ce tissu iconique au cœur des cultures africaines s'invite dans la Ville Lumière pour nous raconter son histoire. Une exposition rétrospective et historique qu'on s'en va découvrir avec Françoise. Oui, wax, entre héritage et réappropriation, c'est le thème retenu pour cette exposition fascinante qui se tient actuellement à Paris au Musée de l'Homme depuis le 5 février jusqu'au 7 septembre prochain. C'est un événement où couturiers, anthropologues, historiens de l'art et designers nous plongent dans l'univers de ce tissu iconique à travers un parcours à la fois pédagogique et immersif. Si ce n'est pas tout, en parallèle de cette exposition inédite, les visiteurs peuvent également admirer un espace scénographié de wax au premier étage du bâtiment coupole des Galeries Lafayette au boulevard Haussmann depuis le 7 février mais jusqu'au 3 mars. Personnellement, moi, je ne pouvais pas manquer cet événement qui éveille en moi une profonde nostalgie. D'ailleurs, j'étais aux Galeries Lafayette, mais
Je suis restée sur ma faim et donc je pense que je dois refaire également le musée de l'homme. En plus, c'est quand même assez historique dans l'industrie de la mode africaine qu'une telle exposition soit mise à l'honneur au cœur de la capitale de la mode, dans des lieux si prestigieux. Franchement, je dis un gros respect, j'envoie mes gros respects en fait aux organisateurs pour ce travail accompli. L'exposition ne se contente pas seulement de mettre en lumière le travail d'artistes contemporains qui subliment justement ce tissu qu'est le wax, mais elle nous plonge aussi dans l'histoire de ce tissu emblématique. Effectivement, Théo, on ne peut pas parler de wax en fait sans revenir sur son histoire. D'ailleurs, tu l'avais si bien posé en amont. Connaissez-vous le wax? Bien sûr. Je ne connaissais absolument pas avant que tu m'en parles. Je suppose que non, je l'avais en plus prévu cette réponse. Oui. Alors, permettez-moi de vous dire l'histoire autour de ces tissus colorés qui fascinent autant qu'elle l'interroge. On l'a longtemps associé, le wax, à l'Afrique, en particulier à l'Afrique de l'Ouest, avec les Nana Bands, qui étaient autrefois des commerçantes togolaises qui ont commercialisé ce tissu dans les années 60. Pourtant, le wax tire ses racines du batik indonésien avant d'être imposé en Afrique par des colons et commerçants hollandais. D'ailleurs, l'une des plus grandes firmes néerlandaises à avoir industrialisé la production du wax est bel et bien l'entreprise Vilesco qui associe avec brio savoir-faire et innovation pour concevoir des tissus uniques profondément ancrés dans l'identité des Africains. Mais bon, le wax, ce n'est pas qu'une histoire de style ou encore de polémique autour de sa réappropriation. Il est aussi un vecteur d'expression permettant à celui ou celle qui le porte de passer un message, d'afficher une identité, une appartenance religieuse ou encore un engagement politique ou culturel. Depuis, il est devenu incontournable en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. On a vu certaines célébrités comme Beyoncé ou encore Rihanna arborer ce tissu. Il y a également Stella McCartney qui l'a intégré dans l'une de ses collections présentées lors de la Fashion Week à Paris en 2017. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve finalement dans cette exposition? Alors, le Musée de l'Homme retrace les 120 ans d'histoire du wax entre l'Afrique, l'Asie et l'Europe, puis met en lumière son rayonnement international dans la mode, le design et l'art contemporain. L'exposition met également en avant le rôle majeur de la femme dans la diffusion de ce tissu qui est en fait 100% coton. On y retrouve certains motifs de tissu exposés comme le ndop, une étoffe traditionnelle des peuples gracefils originaires de mon pays natal, le Cameroun. À travers cette exposition, les organisateurs ont souhaité croiser des regards d'anthropologues, d'historiens d'art, de designers, de couturiers et d'artistes contemporains pour examiner le wax sous toutes ses formes. Inclusion, transmission et diversité sont les maîtres mots de cette exposition incontournable que je vous invite vivement à aller découvrir. Merci beaucoup Françoise. Merci à vous. Merci. Alors, merci d'avoir été avec nous pendant cette petite heure. Notre émission touche à sa fin. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Bonne soirée à toutes et à tous.